Bienvenue dans ce nouvel entretien des éveilleurs. Nous avons la joie de recevoir aujourd'hui Paul Sugy. Bonjour Paul Sugy. Bonjour Camille. Donc, vous êtes journaliste au Figaro, vous êtes ancien élève de l'École normale supérieure et diplômé de Sciences Po Paris. Et vous êtes surtout l'auteur de l'excellent ouvrage « L'extinction de l'homme, le projet fou des antispécistes » que je vous conseille de lire parce que c'est passionnant, publié en 2021 aux éditions Taillandier. Merci de nous accorder ce temps de discussion. Merci à vous. Alors, spéciste, antispéciste, c'est un thème qui a pris beaucoup de place ces dernières années dans le débat, dans un débat souvent très manichéen. À vous lire, vous êtes plutôt spéciste. Alors, commençons par une question simple. Est-ce que vous pourriez nous définir en quelques mots l'antispécisme et nous dire où est-ce qu'il trouve son origine? Oui, votre question est intéressante parce qu'au fond, ce qui est certain, c'est que je ne partage pas du tout les thèses qui illustrent et qui défendent l'antispécisme. Ça, je vais y revenir et j'essaie de vous montrer les raisons pour lesquelles je trouve que c'est une idéologie qui est dangereuse. En revanche, je ne me définirais pas moi-même comme spéciste. Ça qui est intéressant, c'est que l'antinomie spéciste-antispéciste a été inventée en fait par des animalistes radicaux, donc défenseurs des droits des animaux, qui considèrent que, au fond, le fait de traiter les animaux différemment de nous-mêmes, des êtres humains, ça serait une discrimination comparable à du racisme, mais le racisme appliqué aux critères de l'espèce. C'est-à-dire que de la même façon que quand on traite différemment des personnes de couleur par rapport aux personnes blanches dans une société, on peut dire que c'est un fonctionnement qui est raciste, et bien pour eux, le fait d'envoyer un certain nombre d'animaux à l'abattoir, les veaux, les vaches, les cochons, alors qu'on ne ferait évidemment pas ça pour des humains, eh bien ce serait donc une forme de discrimination injuste fondée sur la différence entre les espèces. Il y aurait des espèces qui seraient privilégiées sur d'autres, et en particulier, bien sûr, l'espèce humaine aurait des droits et des prérogatives que les autres animaux n'auraient pas. Ça, c'est ce que considèrent les antispécistes, donc qui, du coup, eux, définissent cette discrimination comme du spécisme et se posent donc en contradicteur en disant il faut abolir le spécisme, donc on est antispécisme. C'est un néologisme, hein, c'est-à-dire que c'est un terme qui a une visée militante, et effectivement, vous vous retrouvez quasiment prisonnier de cette antinomie, puisque si vous n'êtes pas antispéciste, alors nécessairement vous êtes spéciste, mais spéciste, rien que le « iste » final, on voit bien, fait rentrer en résonance avec tout un tas d'idéologies à laquelle on n'a pas du tout envie d'appartenir, parce que de la même façon qu'on n'a pas envie d'être sexiste, qu'on n'a pas envie d'être raciste, qu'on n'a pas envie d'être machiste ou je ne sais quoi, ben on n'a pas envie non plus d'être spéciste. Vous voyez bien que finalement ça contient le produit de toutes les luttes sociales et politiques passées, et donc dans leur imaginaire politique, les antispécistes aujourd'hui sont les Martin Luther King du XXIe siècle. Émeric Caron disait que la cause animale c'était même le marxisme du siècle qui vient. C'est vous dire, si vous voulez, à quel point ils considèrent qu'ils sont les héritiers de toutes les grandes causes, abolition de l'esclavage, abolition de l'apartheid aux États-Unis ou en Afrique du Sud, vous voyez, eux-mêmes seraient les héritiers de ça. Pourquoi est-ce que moi je ne me dis pas du tout spéciste? C'est que ma position est celle que, à défaut de mieux, on pourrait appeler celle d'un humaniste. En tous les cas, quelqu'un qui considère que la personne humaine, l'être humain, voit sa vie empreinte d'une dignité qui est effectivement supérieure, qui est sacrée, hein, au sens sacré, au sens pas nécessairement religieux du terme, au sens placé à part. La dignité de l'homme n'est pas comparable à la dignité ou aux droits des autres animaux, si tant est d'ailleurs qu'on puisse parler de droits pour les animaux. Mais ça, pour moi, ce n'est pas le produit d'une séparation entre espèces. Ce n'est pas simplement... au fond, il y aurait presque un côté un petit peu égoïste, c'est-à-dire je défends les intérêts de mon espèce. En tant qu'humain, je milite pour les droits de l'homme et pas pour les droits des poules ou des cochons. Ma vision n'est pas du tout celle-ci. Moi, ce que je crois, c'est que la personne humaine partage certes avec les autres animaux une partie de leurs conditions. L'homme est un animal, il ne s'agit pas de dire l'inverse, et ça n'aurait évidemment aucun sens. Mais l'homme n'est pas seulement un animal. D'ailleurs, dans la philosophie, on a toujours essayé d'approcher un peu ce mystère de la condition humaine. Alors certains ont dit l'homme est un animal rationnel, d'autres l'homme est un animal social, d'autres encore l'homme est un animal politique. Et peu importe, au fond, toutes ces expressions signifient bien la même chose in fine. C'est-à-dire que l'homme partage certes une forme de vie qui est animale, par sa vie biologique, mais il a accès aussi à une autre dimension de la vie, qu'à mon avis, je pense que l'on ne peut pas définir mieux que la vie spirituelle, et cette dimension-là, en lui, crée une spécificité qui fait qu'on ne peut de toute façon pas considérer l'être humain comme un animal comme les autres. Je ne crois pas, encore une fois, que ce soit du spécisme, au sens où ce serait une façon de discriminer les autres espèces, mais c'est plutôt réinstaller ou redéfendre la prééminence de l'homme dans le monde vivant. Qui, encore une fois, est presque encore aujourd'hui considéré comme une évidence, mais que les antispécismes veulent mettre à mal en disant que finalement,
l'homme se serait attribué lui-même des droits factices, artificiels, inventés de toutes pièces, et que ces droits-là sont le produit d'une discrimination injuste. Les courants néo-féministes remettent déjà en cause la distinction entre l'homme et la femme. C'est la thèse défendue par Sandrine Rousseau dans son ouvrage Par-delà l'Androcène, où elle explique que le patriarcat serait la cause de tous nos maux. Et aujourd'hui, de plus en plus, on remet en cause justement cette distinction entre l'homme et l'animal. Et faut-il réellement s'inquiéter de cette remise en cause? Et déjà, il y a un paradoxe assez savoureux qui saute aux yeux quand on écoute votre question, c'est que vous avez raison de dire, je crois qu'on est à une époque de l'histoire où on est en train particulièrement de remettre en cause la frontière entre l'homme et la femme, que l'on estime finalement beaucoup plus mouvante ou fluide que ce que l'on aurait admis jusqu'à présent. Et dans le même temps, finalement, cette frontière est quasiment resacralisée par ceux qui tiennent un discours comme celui de Sandrine Rousseau, qui justement, en accusant le patriarcat ou maintenant l'androcène de tous les maux, finalement, réessentialise l'homme comme étant le coupable par excellence, parce que l'homme, avec sa virilité, qui a en même temps une volonté de puissance, aurait asservi le monde à ses désirs. C'est un peu ça, si je résume schématiquement la thèse de Sandrine Rousseau. Et donc, quelque part, celle qui à la fois participe d'un courant de déconstruction des différences de genre, en même temps les réhabilite en montrant que finalement, il y aurait un genre qui serait criminel et l'autre pas. C'est-à-dire, finalement, revenir à une vision presque plus caricaturale encore de la différence des sexes que celle qui existait avant Sandrine Rousseau. Il y a exactement la même chose dans l'antispécisme. Vous avez à la fois une volonté de déconstruire, j'assume le mot, ce que je crois qu'il est vraiment important, c'est l'antispécisme est l'un des courants aujourd'hui qui se propose de déconstruire nos catégories de référence. À la fin, c'est même une déconstruction civilisationnelle, parce que je crois que toute notre civilisation est fondée justement sur la prééminence de l'homme. D'ailleurs, même de façon contemporaine aujourd'hui, on ne cesse de se référer aux droits de l'homme, qui serait le texte sacré par référence, celui qui nourrirait toutes les constitutions démocratiques. Donc c'est dire si justement la place de l'homme est centrale. Déconstruire ça, c'est déconstruire toute une civilisation. Mais donc il y a à la fois ce discours de déconstruction de la frontière entre l'homme et l'animal, qui est d'ailleurs pas complètement inintéressant d'un point de vue scientifique. Là, je m'arrête vraiment à la dimension biologique de cet aspect-là, parce que on a peut-être aussi placé un peu trop naïvement le curseur entre l'homme et l'animal en se rendant compte que maintenant, un certain nombre de différences que l'on croyait fondamentales ne le sont pas tant que ça. Alors on dit oui, l'homme maîtrise le langage articulé, mais il n'est pas le seul. Il y a des oiseaux par exemple qui le font. L'homme s'exprime de manière complexe, mais quand on voit par exemple les progrès qu'on a fait auprès des grands primates avec la femelle gorille Coco, là, qui on enseignait la langue des signes et qui pouvait en parler jusqu'à 2 ou 3 000 différences, c'est fascinant. On dit l'homme se sert d'outils, mais là encore il n'est pas le seul. Enfin, on voit qu'au plan biologique, peut-être qu'on est amené à revoir un petit peu justement ce qui fait la frontière. Et à mon avis, et c'est d'ailleurs pas inintéressant, à revenir plus à une compréhension philosophique de cette différence. Parce que ma grande idée, c'est ce que j'essaie de défendre dans ce livre, c'est que si on s'en tient à une lecture purement scientifique ou biologique du monde, alors effectivement, on est obligé de réanimaliser l'homme, parce qu'il existe un certain nombre de dimensions dans la vie humaine dont les sciences dures ne peuvent pas rendre compte. La biologie n'aura jamais le dernier mot sur ce qui fait les raisons des sentiments amoureux, ce qui fait l'essence de la politique, ce qui fait la confiance que l'on place dans un système social donné, etc. Il y a quelque chose qui dépasse la biologie. Mais donc, vous voyez bien que cette frontière, à la fois, effectivement, est déconstruite, et en même temps, l'antispécisme fait de l'être humain, donc l'homme, cette fois-ci, avec un grand H, pas le mâle de Sandrine Rousseau, mais bien l'être humain, le responsable de tout ce qui abîme la nature, puisque l'homme aurait asservi le règne animal afin de satisfaire ses désirs, condamner les animaux via la chasse ou l'élevage à une forme quasiment de génocide. C'est un terme qui est employé très sérieusement par des auteurs antispécistes qui disent que ce qui se passe aujourd'hui dans les boucheries et dans les abattoirs, ce serait la nouvelle Shoah. Il y en a notamment, il y a un livre en particulier qui ressort sur ce parallèle qui s'appelle Un éternel Treblinka, dans lequel Charles Patterson effectivement dit que les méthodes génocidaires nazies ont été réhabilitées par l'élevage moderne et que finalement nous participons de cet éternel projet nazi. Donc les bouchers ou les charcutiers sont des criminels SS, quoi. Donc vous voyez bien toujours ce paradoxe, à la fois l'homme et l'animal, on ne sait plus faire la différence, et en même temps quand il s'agit de désigner un coupable, donc de rentrer dans une lecture morale du monde, alors l'homme, avec un petit ou un grand H d'ailleurs, fait toujours figure de coupable. Ce qui m'amène à penser, pour répondre à votre question, qui était de savoir, je crois, s'il faut s'en inquiéter, ce qui m'amène à penser que on vit dans une époque où à la fois l'idée de responsabilité est invoquée partout et tout le temps, c'est-à-dire qu'on devrait être responsable d'absolument tout. Vous voyez bien que dès que l'on rentre un peu dans le débat politique, il y a une dimension morale qui est partout présente. Plus
plus on approche le pouvoir, plus on approche même des puissances économiques, etc., plus on doit se sentir responsable de l'ordre du monde et parfois même de la nature humaine. C'est très intéressant. Et en même temps, on est incapable de rendre compte des raisons de cette responsabilité, puisque ce qui nous constitue en tant qu'humains, ce qui nous octroie une dignité justement supérieure à l'égard des autres animaux, est nié précisément par le projet antispéciste qui voudrait ne faire de l'homme qu'un animal comme les autres, en disant que la souffrance de tous les autres animaux du vivant serait équivalente au plan moral à la nôtre, et qu'il n'y a pas de raison de faire souffrir les animaux de la ferme, mais de respecter son voisin dans son intégrité physique. Donc vous voyez bien cette impasse dans laquelle on est, c'est-à-dire que si on veut effectivement restaurer l'idée de responsabilité, il faut comprendre ce qui dans l'homme justifie que l'on soit peut-être plus exigeant qu'on ne l'est à l'égard de tous les autres animaux. Mais si on est plus exigeant avec l'homme, c'est qu'il a des devoirs certes, mais ces devoirs sont en même temps aussi liés à des droits, et donc à mon avis on ne peut pas parler par exemple de droits des animaux sans faire de contresens majeur. D'ailleurs les animaux eux-mêmes ne se sentent responsables de rien, c'est d'ailleurs je crois une des grandes questions qui travaillent un petit peu la pensée antispéciste. C'est de savoir si, par exemple, on imagine qu'on serait capable d'inventer un monde demain dans lequel les êtres humains vivent en harmonie parfaite avec les animaux. C'est-à-dire que vous ne mangez plus de viande, vous ne vous habillez plus avec de la fourrure ou avec de la laine ou du cuir, vous n'avez plus besoin de faire des expériences pharmaceutiques sur des animaux pour tester les médicaments que vous achetez ensuite à l'industrie des laboratoires. Bon, mettons que ce monde-là soit possible. Les animaux vont continuer, eux, à être des prédateurs. C'est-à-dire que le premier prédateur dans la nature n'est peut-être pas l'humain. Tous les animaux, ou la plupart, tous les carnivores, se mangent entre eux et se font la guerre parce que leur survie en dépend. Donc pourquoi est-ce que nous, êtres humains, nous nous sentirions finalement redevables d'un devoir que les animaux eux-mêmes n'auraient de toute façon, dont ils n'auraient pas l'intuition ? Alors ceux qui vont le plus loin en viennent même à imaginer qu'il faudrait que l'homme, ayant justement conscience par son sens moral de ce devoir qui lui incombe, se mette à faire la police au sein du règne animal et disent bon à partir de maintenant, les lions soyez gentils avec vos voisines les gazelles, et puis là on est quasiment, si vous voulez, en termes bibliques dans l'au-delà, quoi. Le lion se couche au pied de l'agneau et on invente une forme de paix éternelle sur Terre. Mais ce monde-là est d'abord complètement irréaliste et ensuite il n'a pas de sens puisque au fond on absolutise une notion extrêmement contestable de la morale et qui voudrait rendre complètement équivalente la souffrance humaine et la souffrance animale. Et à mon avis c'est là que l'antispécisme, je crois, est vraiment dangereux, c'est de nous faire croire que la souffrance humaine a la même gravité que la souffrance infligée à n'importe quel animal. Je ne crois pas du tout qu'on puisse dire que les animaux souffrent comme nous. Ils souffrent, ça c'est une réalité, mais je ne crois pas qu'on puisse accepter philosophiquement l'idée que leur souffrance est similaire à la nôtre. Ça, j'essaie de le montrer dans le livre, notamment au travers de 2 réflexions que je propose au lecteur. C'est de dire que si on reprend par exemple au sérieux l'analogie entre les camps de concentration nazis et l'abattage, on observe 2 choses dans l'histoire atroce de la Shoah qui me semblent proprement humaines, alors même qu'on est probablement dans l'une des pages les plus noires de notre histoire, des plus sombres. On voit qu'il y a, à mon avis, 2 raisons d'espérer en l'humain qui se manifestent. La première, c'est la possibilité du pardon. L'homme pardonne, l'animal ne pardonne jamais. Si vous faites mal à votre chien une fois, il vous en voudra toute sa vie. La possibilité du pardon et la possibilité d'accéder aussi à une sanctuarisation esthétique de la souffrance. L'homme est capable de fondre sa propre souffrance dans quelque chose de plus grand, et qui est la recherche de l'art, qu'il le traduise par des mots, par la peinture ou par la musique. Et je ne suis pas certain qu'il faille penser avec Schopenhauer ou d'autres que seule la souffrance crée de la beauté, mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a de la beauté dans la souffrance pour peu que l'homme soit capable de la magnifier. L'animal, évidemment, en est incapable, et il serait impensable d'imaginer qu'en sortant d'un abattoir, une vache qui aurait survécu puisse écrire de grandes pages littéraires simplement parce que l'intensité de sa souffrance a nourri sa réflexion artistique. Depuis le 30 novembre 2021, une loi interdit en France l'exploitation des animaux sauvages dans les cirques itinérants d'ici 2028. Fermera-t-on un jour aussi les zoos ? Et aujourd'hui, où en sommes-nous de la législation sur la protection et sur la défense animale ? Oui, alors effectivement les choses vont vite. Schématiquement, moi j'ai essayé d'analyser un peu le progrès de la cause animale en 3 temps.
en essayant de définir d'abord ce que j'appelle un premier stade, qui est le progrès de l'antispécisme comme un combat moral. Ça, c'est, si vous voulez, la période qui court du début des années 70 jusqu'aux années 90 à peu près, dans laquelle il y a une forte activité chez les universitaires spécialistes d'éthique, donc vraiment qui sont spécialisés en philosophie morale, une forte activité autour de la recherche sur les questions animales, où là vraiment on a voulu définir les fondements d'une nouvelle morale basée sur le respect inconditionnel de chaque animal dans ce qu'ils appellent la sentience. La sentience, si vous voulez, c'est un peu plus fort que la sensibilité. Un animal sentient est un animal qui est à la fois capable de sentir la douleur, mais d'en éprouver une forme de conscience. Donc, les chercheurs, notamment à la suite de Peter Singer, qui est un peu le père fondateur du mouvement, qui écrit en 1975 le livre qui s'appelle La libération animale, qui va vraiment préfigurer ensuite tout le reste de la pensée antispéciste. Donc dans le sillage de Peter Singer, les chercheurs disent il faut imaginer une nouvelle morale dans laquelle on invente un interdit qui est celui de faire souffrir gratuitement un animal sentient. À partir de ce stade moral, l'antispécisme se commue en un courant complètement philosophique. Donc la question n'est plus simplement de définir nos droits et nos devoirs et ceux des animaux, et ceux en particulier les droits et les devoirs des animaux par rapport à ceux des humains, mais de rentrer vraiment dans une réflexion philosophique qui vise à la fin à déconstruire la frontière entre l'humain et l'animal. C'est d'ailleurs assez intéressant parce qu'on voit à quel point d'ailleurs à ce moment-là se mêlent tous les travaux qui ont été faits par les penseurs animalistes, avec les travaux notamment qui étaient dans le domaine des études queer. Et justement, ça rejoint la question que vous me posiez tout à l'heure sur la différenciation sexuelle. Les mêmes qui ont aboli la différence des sexes ont participé aussi à l'abolition de la différence des espèces. Bref, mais donc de ces deux stades de la pensée antispéciste en découle un troisième qui est logique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a établi des théories morales et des théories philosophiques, eh ben, il faut une application politique, puisque ce n'est pas le tout de définir les paramètres d'un monde meilleur, mais il faut encore le faire advenir. Et ça, je crois qu'on est vraiment à la naissance de ce moment-là. Ça fait une dizaine d'années en France, un peu plus aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, que vraiment il y a un activisme animaliste qui se met en place, qui dépasse un peu, on va dire, les sphères un peu snob, un peu intello, qui avaient été les préfigurateurs de ce mouvement, qui devient de plus en plus populaire. En France, le succès populaire de l'antispécisme, on le doit à quelques agitateurs très médiatiques. Vous avez Émeric Caron pendant un moment, Hugo Clément, certainement aussi, qui ont participé à faire connaître ces thèses-là auprès du grand public. Et puis après, une fois que ces relais d'opinion ont fait leur travail, vous avez un certain nombre d'associations, de groupuscules militants, voire même de partis politiques maintenant, parce qu'il existe un parti animaliste qui présente des listes aux élections, et bien qui propose très concrètement des avancées qui vont, si vous voulez, entrer en résonance avec cette théorie antispéciste. La ruse consiste à faire croire, lorsque vous défendez un projet de loi ou une mesure contraignante qui va restreindre, par exemple, les conditions dans lesquelles on peut élever ou chasser des animaux, la ruse consiste à faire croire que vous n'êtes pas antispéciste. Parce que l'antispécisme est un courant radical qui finalement le dit d'emblée, il ne s'arrêtera pas tant que les animaux n'auront pas quasiment les mêmes droits que nous. Donc évidemment, c'est très difficile dans un contexte militant de faire accepter une mesure qui finalement n'est qu'un petit pas, alors que les autres savent très bien qu'à la fin, vous ne voulez pas simplement ça, mais ça. Donc la ruse, c'est de dire non, mais attendez, moi je ne suis pas du tout un idéologue, j'ai rien à voir avec, comment est-ce que vous dites, Peter Singer, je ne connais pas, Émeric Caron, non, moi je suis quelqu'un de raisonnable. En revanche, vu qu'il y a effectivement aujourd'hui une sensibilité plus grande pour le bien-être des animaux, je pense qu'on peut aller un peu plus loin. Mais d'un peu plus loin, si vous voulez, on arrivera de toute façon mécaniquement, si l'on fait confiance à ces gens et si on suit le monde dans lequel ils nous entraînent, à l'abolition complète de toute forme d'exploitation de l'animal par l'homme. Et cela dit, une fois que je vous ai dit ça, vous pourriez très bien me rétorquer que oui, mais dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien, mais pourtant la cruauté contre les animaux, ça existe, la maltraitance dans les élevages, ça existe. Vous avez beau penser que ces gens-là sont des idéologues, parfois quand ils font un peu connaître certaines pratiques au grand public, on voit des choses choquantes. Et avec quoi je suis d'accord. Le travail qu'il faut faire maintenant, et c'est ce à quoi j'essaye de participer avec le livre que je propose là-dessus, c'est d'essayer de faire la différence entre la prise en compte du bien-être animal, qui est, je crois, une exigence qui, au fond, nous oblige en tant qu'hommes, parce que c'est précisément notre rapport au monde en tant qu'homme responsable du bien commun et de l'environnement dans lequel on grandit, qu'il faut respecter les animaux, faire la différence entre ça, ce qui me semble être une façon saine d'approcher le débat sur la question animale, d'une vision au contraire idéologue qui tend à rendre injuste par nature tout acte de consommation
de l'animal par l'homme, que la consommation suppose la mise à mort ou même pas. C'est-à-dire que par exemple aujourd'hui vous avez des gens qui manifestent devant les parcs parisiens pour demander qu'on arrête de faire gambader les enfants sur des poneys parce que c'est une forme d'esclavage et que le poney n'est pas nécessairement consentant des conditions de travail qu'on lui impose. Donc vous voyez bien un peu la difficulté de faire la part des choses. Alors vous me parlez des cirques et des zoos. Au risque de choquer un petit peu, parce que je sais que c'est une question qui travaille beaucoup de gens. Moi, je ne vois aucune injustice qui soit faite à l'égard de la condition animale si on décide à un moment d'enfermer des animaux en cage. Je crois au contraire que, surtout dans des sociétés maintenant très urbanisées, le contact avec la vie sauvage est de plus en plus rare. D'ailleurs, même quand on vit à la campagne, on ne croise pas nécessairement des animaux sauvages tous les jours. Et je crois que c'est plutôt une bonne chose, justement pour l'éducation à la responsabilité de l'humain par rapport au reste du vivant, et bien que les familles soient sensibilisées à la prise en compte de la biodiversité, à la disparition des espèces, etc. Et le zoo est un lieu magnifique pour ça. Mais une fois que je vous dis ça, j'admets complètement qu'on pourrait me rétorquer, oui, mais qu'est-ce que le zèbre a à faire dans sa cage ou, là, je suis parisien, donc le zoo que je fréquente le plus, c'est la ménagerie du Jardin des Plantes. Il y a une magnifique panthère des neiges. Et effectivement, tout amoureux de la nature, et j'en suis un, est tiraillé quand il voit une magnifique panthère des neiges dans un enclos de 15 ou 20 mètres carrés. Est-ce que c'est sa place? Moi, je crois que le débat est biaisé par une vision très anthropocentrée, anthropomorphique même de l'animal. C'est-à-dire que, par exemple, on dit l'animal s'ennuie. Et on ne sait pas ce que ça signifie l'ennui pour l'animal. Et on fait comme s'il était évident que l'ennui pour l'animal était la même chose que lorsque moi je m'ennuie parce que je suis enfermé dans une pièce de 20 mètres carrés et que je ne peux pas m'en sortir. Il n'est pas du tout certain que cet ennui non seulement soit le même, et qu'en plus il ait la même valeur philosophique. Ma conscience n'est pas celle d'un animal, le rapport à la captivité n'est pas le même. Et de toute façon, une fois même qu'on aurait réussi à le définir, ce qui me semble déjà très hasardeux, il n'est pas du tout certain non plus que moralement je dois me sentir coupable de l'ennui de l'animal. Et peut-être que l'ennui de cette panthère des neiges, parce que la recherche que l'on conduit dans les zoos, parce que l'éducation qu'on fait à la biodiversité, la sensibilisation du grand public, etc., finalement fait du bien à l'espèce entière. Et moi j'admets complètement, si vous voulez, le principe de dire que quelques animaux puissent être sacrifiés pour le bien de l'espèce, ce qui serait complètement insupportable pour un antispéciste, pour qui la prise en compte du bien-être se fait au niveau individuel. Chaque vie animale compte. Le parallèle, c'est toujours la même chose. C'est est-ce que vous seriez prêt à faire ça à votre voisin? Est-ce que vous accepteriez de mettre votre voisin en cage pour le bien du reste de l'espèce? Est-ce que vous accepteriez de faire subir des expériences pharmaceutiques sur un groupe restreint d'individus humains pour potentiellement sauver 200 000 autres humains d'une maladie grave? Bon, et vous voyez, ils font comme si la réponse devait être la même pour les humains et les animaux. Moi, je considère pas du tout les choses de cette façon. Alors, est-ce que les zoos, il y en aura encore demain? C'est pas sûr. De toute façon, les choses bougent très vite. Je crois que l'opinion publique en matière de droits des animaux est gangrénée par une vision extrêmement émotive, très passionnelle presque du sujet, et que c'est quasiment impossible d'avoir un débat rationnel. La loi que vous citez sur le bien-être animal, qui a notamment conduit à suspendre d'ici 6 ou 7 ans tous les spectacles d'animaux sauvages dans les cirques, cette loi a été votée au terme de débats qui n'étaient pas intéressants du tout, pour une raison très simple, c'est que jamais les termes réels de l'équation ont été posés ni définis. Jamais on ne s'est demandé au cours de ces délibérations politiques ce qu'était vraiment un être humain, ce qu'était vraiment un animal, qu'est-ce qui les séparait et qu'est-ce qui les rapprochait, et en quoi est-ce que et jusqu'où est-ce que le bien-être des animaux devait nous concerner. Jamais cette question-là s'est posée. Et d'ailleurs, si on s'en était tenu à la seule question du bien-être, par exemple, on ne serait pas allé faire interdire les spectacles, notamment par exemple de dauphins. La Marineland, Parc Astérix, etc. sont en train de réfléchir à comment est-ce qu'ils vont se réinventer sans les spectacles de cétacés, parce que ça va être aussi interdit. Bon, il est avéré qu'un dauphin ou un orque dans une réserve animalière vit plus longtemps qu'à l'état sauvage, parce que la vie est plus confortable, qu'on lui met directement la béquille dans la bouche, qu'il n'a pas de prédateurs, qu'il n'a pas besoin de chasser pour se nourrir, et donc il vit plus longtemps et en meilleure santé. Alors peut-être qu'il s'ennuie, si encore une fois cet ennui a du sens. Mais vous voyez qu'on n'est plus sur... Ce ne sont pas des animaux qui sont maltraités, ce ne sont pas des animaux, comme peut-être c'est le cas dans certains cirques, qui sont transportés dans des conditions critiquables. Ce n'est pas le cas ici. Donc vous voyez bien que ce qui guide la rationalité publique n'est pas du tout de savoir au fond qu'est-ce qu'il est juste ou injuste de faire égard de ces animaux en tant qu'animaux, mais c'est vraiment de les considérer quasiment comme notre prochain. Et à partir de ça, je pense que les termes sont complètement biaisés. Pierre Manent dit quelque chose d'assez juste, je le cite à la fin du livre.
Ça n'a aucun sens de dire que Pierre Manon dit des choses justes, évidemment qu'il dit des choses complètement justes, mais enfin il y a en tous les cas une phrase parmi tout ce qu'il dit de passionnant qui rentre en résonance avec le sujet qui m'a préoccupé. Il dit à un moment, dans nos sociétés, partout, je le cite de tête, c'est pas la citation exacte, mais partout le nom de l'homme est prononcé, sans que jamais véritablement on essaie d'en donner la définition. C'est-à-dire que les gens n'ont que ça à la bouche, droit de l'homme, humanisme, etc. Et le discours médiatique est saturé de ça, sans que jamais on essaie vraiment de réfléchir à justement ce qui nous constitue en tant qu'hommes. On n'enseigne plus l'anthropologie à l'université, sauf ce qu'on appelle anthropologie. Maintenant, en fait, ce sont des sciences sociales déguisées. C'est-à-dire qu'en fait, on appelle anthropologie les études qu'on fait chez les civilisations du fin fond de l'Océanie. Mais ce n'est pas de l'anthropologie au sens classique du terme. On ne s'intéresse pas à ce qui fait la personne humaine et donc aussi ce qui la distingue du reste des animaux. Là-dessus, finalement, on n'a jamais été aussi loin au fond que déjà il y a 25 siècles dans la pensée d'Aristote, qui lui avait défini ce que c'était que la vie animale, la vie végétale et la vie humaine, qui avait trouvé le propre et la définition de chacune et qui les comparait les unes aux autres. Peut-être qu'on aurait besoin de retrouver un peu ce trésor-là pour être capable de poser correctement les termes de l'équation. Maintenant, je ne suis pas devin. Moi, ce que je vois, c'est que effectivement, l'opinion est très sensible au bien-être des animaux, qu'on va vers une approche très restrictive de ce que l'on aura demain le droit de faire ou de ne pas faire. Et il est tout à fait possible qu'effectivement, dans 10 ans, on ne puisse plus ni emmener les enfants au zoo, ni quoi que ce soit. Alors, vous l'avez un peu évoqué, le fait que les associations militantes participent justement à alerter et à dénoncer des pratiques d'élevage désordonnées, je sais pas, les poulets dans d'immenses hangars, le gazage des poussins, des trucs qui paraissent complètement hallucinantes. Donc on pourrait leur accorder un peu le courage de dénoncer et de lutter contre ces dérives du monde postmoderne, jusqu'au Parlement européen tout récemment. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière ces organisations et ces discours séduisants ? Et est-ce qu'il faut s'inquiéter justement pour le secteur de l'élevage? Et est-ce qu'on va, à l'instar du pass sanitaire, vers un pass carné où on contrôlera notre consommation de viande, par exemple? Non, mais alors le problème, c'est que c'est toujours celui qui fait le plus de bruit qui s'en sort le mieux. Effectivement, vous avez des associations très bien organisées, très bien financées aussi, qui arrivent avec des moyens colossaux, se positionner comme lanceurs d'alerte sur la question du bien-être animal. Mais enfin, c'est ni les seuls ni les premiers à le faire. Et je crois même que les plus vigilants sur ce qui se pratique dans le monde de l'élevage, ce sont les éleveurs eux-mêmes. Parce que, de fait, un éleveur consciencieux ne supporte pas que son voisin se plie à moins de règles que lui ou ne respecte pas les standards, si vous voulez, en vigueur et imposer, comme vous le dites, une réglementation en plus qui est de plus en plus maintenant définie au niveau européen. Même quand on parle, si vous voulez, d'élevage intensif, je suis très, très suspicieux quand on a des discussions médiatiques à ce sujet, parce que en réalité, on n'a pas du tout la même définition entre les pays, entre les régions du monde de ce que c'est que l'élevage intensif, si vous voulez. Donc nous, des animaux qui sont élevés par exemple dans une ferme et qui sortent 3 fois dans l'année, c'est déjà de l'élevage intensif en France, quelle que soit par ailleurs la superficie au sol qu'ils occupent, etc. Et quand bien même les conditions d'élevage seraient par ailleurs tout à fait correctes. Alors que vous avez par exemple en Amérique du Sud, à qui pourtant on importe maintenant sans leur faire payer plus le moindre droit de douane, parce que vous comprenez ma bonne dame, c'est le libre-échange et c'est comme ça, qui élèvent des animaux dans des conditions infiniment plus catastrophiques que les nôtres. Ce qui est d'ailleurs pas très juste, si vous voulez, c'est qu'on continue d'appliquer chez nous des règles qui ne s'appliquent pas chez la plupart des éleveurs et qui on importe des denrées alimentaires. Donc je pense qu'il est tout à fait sain de définir des règles dans lesquelles on élève les animaux. Comme toute activité économique, celle-ci doit être contrôlée, et je crois que la prise en compte du bien-être animal est plutôt une évolution souhaitable de nos sociétés. Ça, on n'a pas du tout attendu hier. Ça fait les premières sociétés de protection des animaux, elles ont plus de 2 siècles. Et la question de savoir qu'est-ce qu'il est légitime de faire subir ou non à des animaux, c'est une question qui préoccupe nos civilisations de façon millénaire. Maintenant, la question de savoir si on aura demain encore le droit de manger de la viande et combien, etc., elle est encore une fois biaisée par ça, avec aussi beaucoup de mauvaise foi de la part des lanceurs d'alerte qui font passer une situation extrême pour un cas général et qui d'ailleurs ont perdu récemment un certain nombre de procès aussi, à la fois sur le contenu de ce qu'ils montrent et aussi sur les méthodes, parce que ce sont des gens qui s'infiltrent comme des voyous chez des éleveurs et qui sont par conséquent en possession d'images complètement illégales. Il y a un manque de respect absolu à l'égard même de la profession qu'ils entendent pourtant servir et défendre. Donc ça c'est une première chose.
Je pense que sur la viande, on a un peu toutes les idées emmêlées dans la mesure où vous avez à la fois un discours antispéciste qui vient vous dire faire souffrir les animaux, les emmener à l'abattoir, c'est de toute façon mal, donc le fait de consommer de la viande est un acte criminel en soi. Vous avez par-dessus ça un second discours qui vient se greffer en appui, qui semble plus modéré ou plus raisonnable, mais qui, à mon avis, risque parfois de participer du même extrémisme, qui est de dire oublions un instant la question de la souffrance animale. De toute façon, la viande, c'est mauvais pour la planète, avec là aussi une mauvaise foi dans l'argumentation scientifique qui est patente, parce qu'en fait, on met absolument toutes les façons de produire, d'élever des bêtes dans le même panier, et on fait comme, on va considérer que celle qui est la plus extensive en termes de concentration de ressources, finalement, calque toutes les autres filières d'élevage. Bon, mais en plus encore de ça, vous avez un discours nutritionniste qui vient encore une fois se superposer aux deux précédents et qui dit mais au-delà de la question de la planète, au-delà de la question de la sensibilité animale, de toute façon, manger de la viande, c'est pas bon pour soi, on en mange trop, etc. Le grand public avec tout ça, il en fait un peu sa tambouille et à la fin, effectivement, la consommation de viande diminue globalement en France, elle diminue d'autant plus chez les catégories aisées. C'est assez intéressant de voir que les classes populaires, contrairement d'ailleurs à une idée reçue, mangent finalement plus de viande que les bourgeois, mais de la viande de moins bonne qualité. Mais je crois que petit à petit, on est en train non seulement de tuer un métier, on est en train finalement de condamner quasiment à l'opprobre social toute une filière d'élevage, mais plus que ça, on est en train de transformer notre rapport au monde. On peut imaginer demain un monde sans élevage. Barjavel le fait dans un de ses romans d'anticipation dans Ravage. Il imagine qu'on a une forme de lait artificiel qui nous arrive directement avec le robinet et que c'est pareil. Alors il avait inventé avant l'heure ce qu'on appelle aujourd'hui la viande cellulaire, mais qu'en fait la viande est fabriquée en laboratoire et qu'elle est plus prélevée sur des cadavres d'animaux, quoi. On peut imaginer ce monde-là et peut-être que d'ailleurs on s'en portera pas plus mal, à la fois du point de vue nutritif, peut-être même que les espaces utilisés jadis pour l'élevage serviront à des choses tout aussi importantes ensuite. Moi ce que je crois, c'est que progressivement, ce que l'homme va perdre, c'est justement sa capacité au contact du monde vivant, à se sentir comme le gardien et le responsable du monde qui lui est confié. Vous avez eu raison de rappeler dans votre question, le tort aujourd'hui que l'on cause aux animaux d'élevage, il est essentiellement le fruit d'une logique très industrielle de la production de viande. Globalement, c'est l'élevage en batterie inventé dans les années 50-60, subventionné très largement par la politique agricole commune en Europe, qui a fait qu'on a incité les éleveurs à multiplier les rendements et donc à avoir une gestion de plus en plus mécanique de leurs bêtes. D'ailleurs, ça me fascine de voir qu'il y a des éleveurs qui ne voient même pas leur troupeau de la journée, qui simplement consultent des capteurs et que ça leur dit si à un moment il faut mettre plus ou moins de fourrage ou de ceci ou de cela. On traite l'animal comme une machine. Je m'étais beaucoup ému, pour vous dire que je ne suis pas complètement insensible à même la propagande de L214, aux images qui montraient là, ces vaches hublots, ces espèces de laboratoires sur pattes, où de façon complètement insupportable, on voit à quel point on peut aller leur traficoter dans le ventre pour les faire... je crois que le but est de tester quelle alimentation convient le mieux si on veut augmenter le rendement du lait. Bon. Moi, il y a quelque chose qui me choque énormément là-dessus. Mais vous voyez, c'est la réification du monde qui est induite par ce rapport industriel. L'animal devient une machine. Je crois que Descartes n'a jamais véritablement défendu l'idée que l'animal était une machine, que c'est une légende noire post-cartésienne qu'on a inventée après lui, mais en tous les cas, aujourd'hui on y est presque, et je ne crois pas que ce soit un progrès. C'est peut-être un progrès scientifique et technologique, mais je ne crois pas que ce soit un progrès humain et un progrès écologique. Donc justement, pour casser cette logique de rapport industriel, de domination, il faut, à mon avis, réhabiliter le lien privilégié de l'éleveur avec ses bêtes. L'élevage traditionnel, ce n'est pas le but de dire qu'il faut revenir à l'éclairage à la bougie par principe, mais en tous les cas, retrouver une façon plus humaine d'habiter le monde. Et précisément, les éleveurs, mais comme les chasseurs, les pêcheurs, les agriculteurs au sens large, peuvent nous y aider. Donc je crois qu'il faut, au contraire, plutôt que de criminaliser la profession d'éleveur, essayer de voir comment est-ce que l'élevage peut devenir le support d'un nouveau rapport au monde, où à la fois on soit pleinement conscient qu'en tant qu'êtres humains, on ne peut pas être insensible au devenir du monde dans lequel on vit, et en même temps, en acceptant cette responsabilité, accepter aussi que ça nous donne un pouvoir qui doit être juste. Dans votre ouvrage, vous semblez critiquer le double combat pour l'écologie et pour les animaux, défendu souvent par les véganes, qui, eux, sont des fervents défenseurs de la planète par leur comportement alimentaire.
Qu'en pensez-vous et est-ce que la protection de la planète et la libération animale peuvent aller de pair? Ouais, mais aujourd'hui, vous avez de toute façon pas intérêt à dire que vous n'êtes pas écolo, parce qu'il faut l'être de toute façon. Donc, si à un moment vous dites que le combat que vous portez est profondément anti-écologique, on vous ira au nez, mais personne ne vous prendra au sérieux. Donc, effectivement, les antispécistes, comme beaucoup d'autres, ont intérêt à essayer de faire le lien entre la vision idéologique qu'ils portent et la cause plus générale de l'écologie. Moi, je crois que c'est parfaitement incompatible. D'abord que c'est pas du tout la même chose et qu'ensuite c'est même incompatible. Et j'essaie de le démontrer. La cause animale, si vous voulez, j'essaie de le dire un petit peu tout à l'heure, c'est la prise en compte de la somme de tous les bien-êtres individuels, de tous les animaux sentients mis bout à bout, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est une vision très utilitariste qu'ils ont de la politique et de la morale. Ne raisonne pas en termes de bien commun, mais en termes de succession d'utilités individuelles. Et si vous affectez une seule de ces utilités, alors vous faites du tort. Et au contraire, si vous faites du bien à quelqu'un ou vous favorisez le bien-être d'un seul de ces animaux, alors vous augmentez la somme totale de bien-être. Mais donc, si vous voulez, une fois que vous avez posé les choses comme ça, le monde ne se définit que comme une somme d'individualités et non pas comme un tout cohérent. Ce qui n'est pas du tout la même approche que l'écologie qui justement raisonne en termes de système, de milieu et par exemple si on prend la question animale dans l'écologie, on raisonne en termes de biodiversité. C'est-à-dire ce qui est souhaitable du point de vue écologique, c'est que les espèces qui composent le monde et qui font sa richesse et sa beauté soient le plus diverses possible, parce qu'elles participent d'un tout qui s'enrichit de chaque espèce. En revanche, l'antispéciste, lui, va considérer que, d'ailleurs, antispéciste, c'est le fait de s'opposer aux espèces, l'antispéciste s'interdit lui-même de raisonner à partir de critères de l'espèce. Donc, peu importe, si vous voulez, pour l'antispéciste, et je schématise à gros traits, qu'il existe 25 ou 40 espèces de vaches différentes, tant que toutes les vaches du monde vont bien. Et à la limite, on pourrait même accepter une perte immense de biodiversité, parce que les antispécistes reconnaissent qu'il y a des formes d'espèces qui sont peut-être inadaptées au monde dans lequel elles vivent, etc. Bon, peu importe que les espèces disparaissent, tant que les individus qui restent, eux, soient dans un état de santé et de bien-être qui soit acceptable. C'est ce qui les fait répondre, c'était l'argument qu'utilisait notamment Alain Finkielkraut par rapport à l'antispécisme. Il leur disait oui, mais si vous libérez les vaches, la plupart d'entre elles vont disparaître puisque les espèces aujourd'hui d'élevage sont des espèces qui sont complètement inadaptées à la vie sauvage. L'antispéciste répond oui, mais peu importe, puisque précisément vous avez créé un monde dans lequel ces animaux-là ne peuvent pas vivre en dehors de la captivité, eh bien libérons-les une bonne fois pour toutes, peut-être qu'il y en a qui mourront, mais à la fin ceux qui resteront seront heureux et libres, quoi, en gros. Et donc vous voyez bien que cette importance de la biodiversité n'existe pas, elle n'a aucun sens aux yeux de l'antispéciste. Donc toujours en schématisant un petit peu, vous avez l'écologie qui est un souci de l'environnement dans lequel chaque individu vient s'inscrire en symbiose, mais il y a un bien commun de l'environnement, donc de l'ensemble de ces individus qui est presque supérieur au bien individuel, alors que l'antispéciste ne peut pas raisonner en dehors du bien individuel. Si je pousse les choses un petit peu, vous avez par exemple dans l'antispécisme une condamnation de la chasse ou de la pêche. Je ne dis pas que la chasse ou la pêche ne sont pas des loisirs et qu'on ne chasse ou on ne pêche que pour réguler les espèces dans un milieu. Mais enfin, malgré tout, ce sont des activités qui participent de la régulation des espèces. Aujourd'hui, par exemple, vous avez une prolifération qui devient de plus en plus problématique du gros gibier. Les sangliers, par exemple, il y en a absolument partout, on en voit beaucoup plus qu'avant. Peut-être parce que les modes de culture, notamment céréalières, ont favorisé aussi cette prolifération, c'est possible, mais quoi qu'il en soit, ça pose aujourd'hui d'importants problèmes pour les récoltes. Si vous avez demain une interdiction absolue de chasser le sanglier, bon, bah, je ne sais pas combien est-ce qu'il vous restera d'épis de maïs debout à la fin de la saison, mais il en restera certainement plus beaucoup. Vous voyez, je prends un autre exemple qui me parle un peu plus que... Moi, je suis un dombiste. Les gens ne savent pas où c'est, la Dombe, mais c'est dommage. C'est une petite région qui est à l'est de Lyon, au début du département de l'Ain, qui est une région très, très humide, parce qu'il y a des étangs partout. Et donc, dans les étangs, bah, on pêche. Et on ne pêche pas n'importe quoi, ce sont des choses qui sont très surveillées, mais notamment, on essaie de pêcher des carpes ou des gardons. Bon, bah, si vous avez par exemple à un moment des poissons-chats qui prolifèrent dans l'étang, le chat, il va dévorer absolument tout le reste, et à la fin, vous n'aurez plus que des chats, ce qui n'a aucune espèce d'intérêt. C'est un poisson qui ne se mange pas, qui en plus qui pique, enfin, vraiment c'est une saloperie, quoi. Et donc à un moment, bah, celui qui a une gestion durable de son étang, il accepte que l'on prélève les populations de poissons-chats pour laisser s'installer une autre richesse, une autre diversité animale. Alors oui, effectivement... pour les manger.
pour les manger ou pour simplement pouvoir entretenir les étangs qui eux-mêmes d'ailleurs ne sont pas tous des réserves piscicoles mais qui servent aussi à un système triennal. En fait, les étangs sont régulièrement déversés les uns dans les autres parce qu'après on cultive sur la terre de l'étang. Donc vous voyez, tout ça c'est un écosystème extrêmement sophistiqué, mais si à un moment vous avez une espèce qui vient, qui prolifère et qui dévore tout le reste, eh ben, vous plantez le système. Donc cette vision-là, qui est une vision au fond qui a un rapport au monde, quasiment l'homme ici est presque un jardinier, il fait avec les animaux comme il le fait avec les mauvaises herbes dans son potager, et je crois que ça participe de la mission qui nous incombe, et si on donne une importance exagérée au bien-être et à la sensibilité de l'animal, alors on se prive justement de cette possibilité-là. Vous voyez, les exemples que j'emploie sont basiques et évidemment il faudrait les perfectionner si on voulait comprendre les effets au long terme de l'antispécisme. Mais je crois que vraiment l'antispécisme est le contraire même de l'approche écologique. Moi j'aime bien la vision par exemple qu'a Roger Scruton de l'écologie. Il emploie un terme un peu barbare, mais il le dit en grec, l'écologie pour lui c'est l'oikophilia, c'est l'amour du foyer. L'amour du foyer, d'abord c'est l'amour de son foyer, c'est pas forcément l'amour du bout du monde. Il peut y avoir parfois un rapport assez abstrait dans l'antispécisme au reste du monde. Ce qui fait d'ailleurs que beaucoup de penseurs antispécistes disent très clairement que les animaux, ils s'en fichent un peu, ils n'aiment pas spécialement les animaux ou je sais pas quoi, mais ils construisent toute une théorie mentale dans laquelle les droits des animaux doivent être pris en compte. Mais ce n'est pas un rapport concret, physique au monde dont on est les gardiens. Mais voilà, tout ça pour vous dire que à terme, les objectifs ne sont pas les mêmes. Et je vais encore un tout petit peu plus loin. On avait eu l'occasion un tout petit peu de dire que l'antispécisme se voit comme un progrès, c'est un progrès moral, un progrès politique, mais l'antispécisme s'appuie vraiment sur l'idée de progrès technologique. Si demain on veut inventer un monde dans lequel on n'élève plus les animaux pour manger, c'est-à-dire qu'il faut manger autre chose. Ça passe par tout un tas de compléments alimentaires. Aujourd'hui, si vous êtes vegan, par exemple, vous vous complémentez en vitamine B12. La B12, c'est synthétisé dans des laboratoires, c'est l'industrie pharmaceutique derrière qui la produit. Vous voyez bien qu'on n'est pas exactement dans la... Enfin, c'est pas un champ de haricots verts, quoi, une industrie pharmaceutique. On n'est pas du tout dans le même rapport, même à l'alimentation. Et si demain, ce qui est en train de se préparer aujourd'hui, on vit dans un monde où les animaux que l'on mangera auront été en fait cultivés en laboratoire dans les pipettes in vitro, si vous voulez, et ben c'est pareil, on aura remplacé, je dirais, la vision un peu romantique qu'on avait jusqu'ici de l'élevage et de l'agriculture par quelque chose de très industriel, qui me semble, à mon avis, pas honorer justement le rapport bucolique que l'élevage permet avec le monde vivant. Comment l'antispécisme s'est-il infiltré dans l'éducation ? Est-ce que c'est votre propre expérience universitaire qui vous a fait prendre conscience du danger de l'antispécisme ? Et est-ce qu'il y a un danger sur les générations futures d'un changement de rapport déjà aux animaux et du coup à eux-mêmes, un peu une sorte de dégoût d'eux-mêmes, de l'homme qui ne serait pas à sa place en fait sur la terre parce qu'il abîme tout, quoi. Moi, très personnellement, je suis penché sur la question antispéciste parce que j'ai eu pas mal l'occasion notamment d'y être confronté dans le milieu effectivement universitaire, où là je pense qu'il y a vraiment un intérêt très fort de la génération à laquelle j'appartiens. Ça je le mesure avec notamment la création d'un certain nombre de cursus qui sont maintenant concentrés uniquement sur ce qu'ils appellent les animal studies, les études animales, qui prennent en compte l'aspect biologique, donc ce qui est par exemple l'étude de l'éthologie animale, mais aussi les questions morales et les questions juridiques. Vous avez des universités de droit qui font des parcours spécifiques où on ne s'intéresse qu'aux droits des animaux. Donc ça je crois que c'est vraiment un phénomène de mode qui est lié aux préoccupations d'une génération. Je pense que l'attrait de l'antispécisme, notamment pour le milieu universitaire, s'explique d'abord parce que c'est un domaine de recherche complètement nouveau, donc il y a un côté un peu galvanisant, on va se projeter dans quelque chose de nouveau, et puis que c'est un combat, je pense à une époque qui n'en a plus beaucoup, il y a plus grande cause structurante à défendre. C'est Frédéric Beigbeder qui expliquait ça dans un manifeste dans le Nouvel Obs, où il expliquait pourquoi est-ce qu'il avait plongé dans la coke, parce qu'il disait qu'il n'y avait plus de grandes idées à défendre, et je crois que c'est assez vrai. Alors ceux qui ne se sentent pas un tempérament de cocaïnomane, eh bien, deviennent militants politiques pour les droits des animaux, parce que c'est une autre façon d'être complètement aspiré aussi par quelque chose de plus grand que soi qui nous aspire. Il y a une fable que j'aime bien, qui est celle de Saint-Georges et du dragon. C'est pour symboliser un petit peu ça, finalement, des générations qui arrivent après tous les grands combats qui ont structuré la vie politique des démocraties depuis 1 ou 2 siècles, et ben finalement sont un peu comme Saint-Georges qui, après avoir terrassé le dragon, cherche d'autres dragons, mais les dragons il n'y en a pas beaucoup, donc après une fois qu'il a pourfendu le dragon, il va pourfendre des lézards, et puis après les lézards des insectes, et puis à la fin, en désespoir de cause, il finit par lancer son épée en l'air en espérant transpercer au moins un moustique, parce que voilà, je crois qu'on
on est un peu face à ces Saint-Georges descendus de leur cheval qui se cherchent des dragons à affronter et qui aimeraient que l'antispécisme ce soit comme la lutte contre l'esclavage ou le mouvement pour les droits des femmes au détour des années 20 et 30 en Europe, quoi. C'est la nouvelle grande cause à porter. Donc ça, c'est ce qui explique l'attractivité, je crois, générale de l'antispécisme dans le monde universitaire. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'il y a une offensive auprès de la jeunesse. Moi, je l'ai notamment illustré avec toute l'activité que L214 mène dans les écoles, qui est d'ailleurs supposément interdite, parce que normalement, on n'a pas le droit d'aller faire de la propagande à l'école. Blanquer avait beaucoup insisté dans des circulaires là-dessus pour l'empêcher. Ça continue d'avoir complètement droit de citer, et je sais où d'ailleurs. Je peux vous dire qu'à Grenoble, où notamment dans la municipalité d'Éric Piolle, vous avez plusieurs adjoints ou membres du conseil municipal qui sont eux-mêmes des militants antispécistes. Je veux dire qu'à Grenoble, L214 continue d'avoir pignon sur rue dans les classes. Et c'est assez intéressant parce que j'en avais discuté avec le gars qui avait fondé le programme L214 Éducation. Lui, si vous voulez, l'argument qu'il utilise, c'est qu'au fond, l'enfant a une vision qui, étant puérile, un peu naïve, est beaucoup plus belle, selon lui, de l'animal que celle de l'adulte. Au fond, il y a cette volonté quasiment de vouloir retrouver le regard d'enfant qu'on aurait sur le monde animal. Il faudrait qu'on se prenne dans les fables de La Fontaine où les animaux parlent et ont des sentiments, si vous voulez. Et ça traduit un peu l'immaturité, je crois, de cette pensée. D'ailleurs, beaucoup de militants animalistes vous expliquent qu'eux, ils ont été à un moment traumatisés dans leur vie par une expérience qu'ils ont faite de la cruauté qui était pour eux le fait de manger de la viande. Ils se sont dit, j'arrête. Vous voyez, il y a ce rapport un peu traumatique à l'animal qui est indépassable et que la raison ne permet pas de supplanter. Les sentiments ne sont pas nécessairement trompeurs en soi, l'intelligence doit se nourrir de la sensibilité, mais une sensibilité qui n'est pas dépassée à un moment par la raison et qui n'est pas capable justement de ramener chaque chose à sa place, c'est de dire voilà ce qu'est l'animal, voilà ce qu'est l'humain et voilà ce qui fait que foncièrement nous ne serons jamais les mêmes. C'est une intelligence qui n'est pas féconde. Et là, dans votre question, vous me demandiez autre chose aussi. Vous me demandiez si le risque était de nourrir une forme de misanthropie, de détestation de l'homme. Je pense qu'en fait, les choses vont dans les deux sens. Je crois que la force qu'a l'antispécisme aujourd'hui sur l'opinion publique est en grande partie liée à une forme de détestation de l'homme qui est déjà profondément ancrée dans nos mentalités communes. Il n'y aurait pas d'antispécisme s'il n'y avait pas eu l'histoire tragique du XXe siècle. C'est-à-dire que l'homme qui peut-être a été un peu trop sûr de lui, notamment au détour de l'époque moderne, et qui s'est cru un peu Dieu à la place de Dieu, et qui s'est dit finalement je suis le meilleur de tous les animaux, se rend compte, en étant mis face à sa propre noirceur, que non seulement il n'est pas le meilleur de tous les animaux, mais qu'il est peut-être même le pire. Et cette détestation de l'homme, cette crainte de l'homme par lui-même, eh bien finalement aujourd'hui trouve un déversoir dans l'antispécisme, dans la mesure où l'antispécisme, au fond, vient justifier à nouveau frais cette haine de l'homme qui aurait été, en plus de ça, coupable du pire système d'oppression de l'histoire du vivant. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tout le monde n'a pas lu Peter Singer et tout le monde n'a pas forcément l'ambition de défendre l'antispécisme comme une idéologie sophistiquée que je viens de vous décrire. Mais je crois que cette sensibilité à l'égard des animaux, elle est très présente vraiment dans l'opinion, de façon parfois beaucoup plus schématique, mais en même temps exprimée de façon viscérale. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit bah, « moi je préférerais mon chien finalement à mon voisin parce que mon chien au moins m'a jamais trahi ». Vous voyez, c'est marrant, dans l'expérience des gens, quand il y a un discours très fort en faveur du droit des animaux, souvent il y a un rapport blessé à l'homme. Au fond, j'ai plus confiance dans l'homme, donc je me réfugie dans l'animal. Et je pense que ça, à mon avis, ça illustre cette espèce d'ambivalence. À la fois, l'antispécisme participe de la détestation de l'homme parce qu'il crée une raison supplémentaire de nous haïr nous-mêmes. Et en même temps, il vient se nourrir de cette misanthropie qui, je crois, est dans l'air du temps. Détestation de l'homme, détestation de nous-mêmes en tant qu'Européens blancs, détestation que nous, garçons, avons à l'égard de notre mâle condition. Vous voyez que finalement, cette haine de soi et cette haine de l'identité, elle est... non seulement elle est dans l'air du temps, mais je crois qu'elle déroule un tapis rouge pour la pensée antispéciste. Alors comment défendre la place légitime de l'homme face aux théories de dénatalité, de décroissance, qui seraient désormais les seuls moyens de sauver notre planète ? Peut-être déjà en soulignant les paradoxes et les apories que j'ai essayé de vous montrer, c'est-à-dire que on peut accepter toutes les idéologies qu'on veut, mais si à un moment elles ne sont pas capables de rendre compte des principes moraux fondamentaux sur lesquels elles sont elles-mêmes élaborées, je crois qu'elles ne nous emmènent nulle part. Et précisément, l'antispécisme, comme beaucoup d'autres options morales qui nous sont proposées aujourd'hui sur le marché des opinions, c'est une
c'est une théorie qui, à la fin, ne sait pas rendre compte de la responsabilité dans l'homme, de cette exigence morale absolue d'être justement non pas seulement comptable de nous-mêmes, mais aussi comptable de ce qui nous entoure, et que si on ne sait pas expliquer, montrer, et si on ne sait pas illustrer cette responsabilité, si on n'a pas justement une pensée qui crée dans l'homme cette espèce de miracle de la nature qu'est le sens moral, et qui permet le sens politique, s'il n'y a pas de politique, s'il n'y a pas de morale, et ben alors c'est une pensée qui est vaine et qui finalement ne nous emmène nulle part. Voilà. Donc en soulignant ce paradoxe, je crois déjà qu'on peut effectivement enclencher presque une forme de résistance, que finalement il n'y a pas de combat politique, il n'y a pas de combat moral, sans d'abord une forme de contemplation de l'homme justement, dans sa capacité à se hisser par ses idéaux et par ses exigences à cette réflexion morale et politique. Vous voyez, je crois qu'il y a vraiment un paradoxe qui n'est pas tenable. On ne peut pas défendre politiquement une cause politique qui, à la fin, n'honore pas l'homme. Parce qu'il n'y a pas de politique sans, quelque part, reconnaître à l'homme une certaine gloire, justement, dans cette capacité qu'il a à rentrer dans un combat politique. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, je crois que... J'essayais de dire tout à l'heure qu'on n'étudiait plus trop l'anthropologie. Je crois qu'il faudrait peut-être justement commencer par, avant de se soucier même de la question animale, parce que je crois vraiment que l'antispécisme, en fait, de nous parler des animaux, nous parle surtout de nous-mêmes. Il faudrait peut-être restaurer justement la contemplation que l'on a de l'homme et notamment son étude, peut-être s'intéresser à l'homme en tant qu'homme avant de s'intéresser à l'homme en tant qu'acteur économique, avant que ceci ou que de cela. Donc peut-être que même par l'éducation, je crois qu'il y aurait quelque chose à restaurer. Et puis ce discours-là, je crois qu'il passe par une réconciliation avec nous-mêmes. Ça, on est au-delà de l'éducation, on est au-delà même de la politique. Finalement, c'est peut-être l'âme de l'époque qui a besoin d'être guérie. Et comment est-ce que l'on se réconcilie avec soi-même? Eh bien, peut-être aussi en ayant une compréhension un peu plus humble de ce que nous sommes. Que je n'arrive pas à m'empêcher de penser que si aujourd'hui l'homme est prêt presque à se descendre lui-même au rang de l'animal, c'est parce qu'il s'était élevé peut-être un peu trop vite et un peu trop inconsciemment au rang de Dieu. Et si on avait une approche plus raisonnable de ce que nous sommes, de ce que nous pouvons et de ce que nous ne pouvons pas, et ben cette tentation un peu démiurgique disparaîtrait. À ce moment-là, on serait capable de s'accepter tel que nous sommes. Ouais, je pense que d'ailleurs, je m'inspire beaucoup, je le dis au début du livre, de ce qu'avait écrit Rémi Brague un petit peu sur... il avait fait dans un de ses livres une explicitation un peu de ces différents stades de l'humanisme. Et il dit que l'humanisme, au fond, a été dévoyé par l'humanisme athée qui, finalement, voulait forcer l'homme à rendre compte seul de lui-même. Si on accepte qu'au fond l'homme est peut-être incapable de percer à jour son propre mystère, alors peut-être qu'effectivement on pourra se réconcilier avec ce qu'il est et on ne rentrera pas dans cette espèce de presque de ruse sournoise qui consiste d'abord à le valoriser et se rendre compte qu'ensuite il ne peut que décevoir par rapport à l'image qu'on s'en fait une fois qu'on l'a mis sur son piédestal, et bien à le jeter quoi, et à vouloir s'en débarrasser. Très bien, alors merci pour ces clés qui nous donnent des motifs d'espérer. Mais est-ce que vous pensez que quand même le combat peut encore être gagné? Vous nous avez donné des petites clés, mais est-ce qu'on peut y arriver finalement? Oui, bien sûr. Je ne suis pas encore l'âge où on en arrive à désespérer de tout, donc j'aurais un tempérament qui ferait dire que bien sûr. Si vous voulez, sur l'antispécisme, peut-être c'est moins vrai sur d'autres sujets. On a parlé un peu par exemple de la question de la différence des sexes, où là je crois qu'il va falloir beaucoup de temps pour qu'on soit capable d'avoir de nouveau une vision apaisée de la complémentarité des sexes. Mais sur l'antispécisme, on est vraiment au tout début d'un basculement. Mais je veux dire que ce basculement n'a pas eu lieu. Si vous descendez dans la rue et que vous faites un micro-trottoir et que vous demandez aux gens s'ils sont prêts à demain accepter de se passer complètement de viande, les plupart vont vous dire non. Et non pas qu'ils aient forcément médité tout ce qu'on vient de dire sur la grandeur et l'humilité de l'homme, mais parce que instinctivement, c'est quelque chose qui ne nous est pas naturel. Je m'étais intéressé aux raisons qui font que la France a été peut-être en retard sur la progression de la cause animale par rapport à d'autres pays. Il semblerait que, par exemple, que les pays qui sont enracinés dans une mentalité anglo-saxonne soient plus facilement solubles dans une idéologie antispéciste. Nous, en France, on a des anticorps naturels, peut-être l'amour de la gastronomie, peut-être un rapport plus gaulois à l'existence, j'en sais rien, mais qui font qu'on n'est pas encore sur le point de basculer. Simplement,
Si on n'y prend pas garde et si les idées que j'essaie d'exposer devant vous là ne sont pas entendues, alors effectivement, on n'aura aucune raison le jour où les antispécistes vont vraiment devenir majoritaires dans le monde politique, dans le monde universitaire, dans le monde du divertissement, des médias, des loisirs. Alors à ce moment-là, le rouleau compresseur va nous emporter parce qu'on n'aura pas d'anticorps, on ne sera pas capable de leur répondre. Ce que je crois, c'est que tous ceux qui aiment l'homme d'un amour sincère et qui veulent empêcher qu'il soit complètement destitué, doivent s'intéresser à cette tentation intellectuelle, comprendre peut-être ce qu'elle a de séduisant, et de fait il y a beaucoup de choses qui sont séduisantes dans l'arsenal intellectuel antispéciste, mais voir aussi quelles sont ses limites et ses apories pour être capable de résister le jour où les choses vont se passer. Et ça, je crois que ça demande vraiment, d'abord et avant tout, une prise de conscience qui est que l'homme lui-même n'est pas éternel et qu'il a lui-même les moyens de sa propre destruction. C'est quelque chose sur lequel les générations qui nous précèdent ont beaucoup médité. Je pense par exemple à toute la pensée d'Ancionas sur la capacité que peut avoir l'homme du jour au lendemain d'être l'auteur de sa propre destruction. Et c'est une destruction matérielle. C'est beaucoup plus grave, si vous voulez, beaucoup plus frappant de s'imaginer que l'homme, en appuyant sur un bouton, peut se supprimer lui-même. Il faut un travail intellectuel un peu plus approfondi pour comprendre que ce qui est vrai au plan physique est vrai aussi au plan moral et spirituel, et que l'homme, à force de douter de lui-même et de se haïr, peut se supprimer mentalement. Les êtres humains continueront d'exister physiquement, mais ils ne seront plus à leurs propres yeux des êtres humains. Je crois qu'il faut prendre en compte cette destinée périlleuse. L'homme, à tout moment, s'il le décide, peut cesser de se considérer lui-même comme un être humain ou de considérer tout ce que cela signifie de conséquences philosophiques et morales. Et ça, c'est un danger qui doit, à mon avis, nous préoccuper et nous faire réagir. Très bien, merci beaucoup Paul Sugy pour cet entretien passionnant. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de suivre notre page YouTube.